Regarde, Croisé se poursuit. Merci d'être avec nous au Niger. Un convoi humanitaire du PAM toujours bloqué à la frontière avec le Bénin. Plus de 9000 tonnes de marchandises du programme alimentaire mondial n'ont pas pu arriver à destination. La situation inquiète les humanitaires, Ashraf. Oui, mais la situation inquiète leurs humanitaires parce que les prérogatives naturelles d'un humanitaire, c'est de porter assistance à des peuples en détresse. Et aujourd'hui, le peuple nigérien est dans une difficulté particulière, donc il faut leur apporter assistance sous la coordination d'un certain nombre d'organisations internationales. Et donc aujourd'hui la situation géopolitique dans le Sahel ne permet pas aujourd'hui aux humanitaires de mener à bien leur mission. Parce que dans le cas d'espèce, aujourd'hui, c'est la fermeture des frontières qui constitue vraiment cet obstacle-là qui leur permet de mener à bien leur mission. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le Bénin a fermé ses frontières. On sait très bien qu'il y a aujourd'hui des suspicions des autorités nigériennes vis-à-vis des autorités béninoises d'abriter des forces françaises pour une éventuelle attaque. Et donc, une déstabilisation du Niger. C'est le terme en soi. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a une méfiance qui s'est installée entre les autorités béninoises et les autorités nigériennes. Maintenant, vous savez très bien que les raisons politiques souvent surpassent l'humanitaire. C'est vrai que le peuple est en détresse, mais les autorités nigériennes estiment également qu'il y a d'autres raisons qui sont également très, très, très importantes. Bon, maintenant, le cas aujourd'hui du Bénin, on peut estimer que le Bénin n'est pas quand même assez solidaire vis-à-vis du peuple nigérien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Bénin applique les sanctions c'est ce que je dis. N'oublie pas que le Bénin est signataire, disons, de la conférence des chefs d'État. Et donc, depuis le 26 juillet, quand vous prenez l'architecture institutionnelle de la CEDEAO, la conférence des chefs d'État constitue l'organe suprême. Donc, à partir du moment où on est signataire de la résolution de cet l'organe, de cet organe-là, on se doit d'appliquer à la lettre un certain nombre de résolutions. Et donc le Bénin s'inscrit dans cette logique-là. Vous avez certains États qui brillent par un certain incohérence, je peux le dire, c'est-à-dire qui sont signataires de la conférence des chefs d'État, mais également qui tiennent également un autre discours. Je trouve totalement incohérent, parce qu'à l'exception, vous avez également un pays comme le Cap-Vert qui l'a assumé, qui n'a pas signé les résolutions prises par la conférence des chefs d'État et qui ne jusqu'à preuve du contraire. Ils sont libres. Voilà, ils sont libres. Vous avez d'autres États qui ont signé et qui tiennent également un autre discours. Donc, le Bénin estime que le Bénin, les autorités béninoises estiment qu'ils appartiennent à un espace d'intégration qui a également ses règles qu'il faut appliquer les sanctions. Maintenant, il y a d'autres raisons pour moi, dans les semaines à venir, qui viendront peut-être assouplir cette application rigoureuse, disons, des textes de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, nous savons très bien que l'intervention militaire, disons que c'est un projet, je me dis, qui n'est plus d'actualité et qu'il faut aujourd'hui passer à autre chose. Maintenant, les humanitaires proposent d'autres solutions alternatives pour acheminer l'aide humanitaire au peuple nigérien. Nous verrons si dans les semaines à venir, ou bien le Bénin finira par ouvrir ses frontières pour permettre aux humanitaires d'acheminer ce qu'ils disposent comme logistique, comme aide humanitaire. Eric, est-ce que on doit s'alarmer? Évidemment. Le convoi est on doit forcément s'alarmer du moment où c'est des produits qui sont destinés à une population en détresse, à une population vulnérable. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec cette situation, le peuple nigérien, en réalité, ce convoi, c'est pas un convoi qui a été préparé après le putsch, mais c'est un convoi qui
était déjà préparé, puisque il y a une grande frange de la population nigérienne qui a forcément besoin de l'aide alimentaire. De cette aide alimentaire-là. Pour survivre. Ouais. Sinon, vous savez, c'est catastrophique. Il faut visiter quand même certaines contrées de ce pays-là pour se rendre compte, pour mesurer l'ampleur de la pauvreté, l'extrême pauvreté dans ce pays. Des gens qui vivent avec moins $1 par jour. Vous imaginez? Et donc, ces populations-là ont véritablement... Excuse-moi, une parenthèse. Est-ce en réalité vivre avec moins $1, moins de $5? Est-ce que c'est en réalité la base pour vous qualifier de pauvre ou de malnutri ou quoi que ce soit? Mais on calcule cela sur la base de ce que vous consommez quotidiennement. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir plus $1 par jour, par exemple, pour vous nourrir, vous avez besoin, par exemple, d'acheter de la bouillie, du pain, du sucre. Et si ça n'atteint pas $1, vous savez à combien on vend aujourd'hui tous ces produits-là. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est que vous êtes extrêmement pauvre. Oui, c'est sur la base de votre consommation qu'on dit que vous n'atteignez pas $1 par jour. Et donc, quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes extrêmement pauvre. Et donc, je crois que le peuple nigérien a besoin de cette aide humanitaire-là. Sylvestre, le peuple nigérien, victime collatérale du putsch dans son pays. Oui, victime collatérale, vous avez si bien trouvé le mot. C'est vrai que le Niger, c'est un pays, selon donc, les statistiques, je crois qu'il y a plus de 4,3 millions donc, de personnes qui vivent avec moins $1 par jour. Donc, il faut dire qu'il y a de l'extrême pauvreté. Et donc, il y avait des ONG humanitaires qui officiaient sur le terrain avant l'avènement donc, du putsch. Et puis, vous conviendrez avec moi que lorsqu'on parle donc, de putsch, là où les âmes peuvent véritablement crépiter, vous ne pouvez pas avoir donc cette paix du cœur là de sillonner encore les capitales, les hameaux et tout ça pour acheminer les vivres et autres. Donc c'est ce qui fait que l'ONU aujourd'hui a pris en fait la situation, mais ne serait-ce pour acheminer cela. Mais Achraf disait tout à l'heure que parfois les raisons politiques ont une certaine emprise sur l'humanité. Normalement ça ne devait pas. Le Niger. Non, il dit sur l'humanitaire. Oui, sur l'humanitaire, je disais. Donc, normalement, ça idéalement, ça ne devait pas, mais au premier jour du putsch, lorsque les frontières étaient fermées, vous avez vu tout de suite la poursuite donc, du Bénin, qui a également fermé les frontières. On a vu sur les images les commerçants nigériens qui avaient leurs produits, les vivres, qui périssaient au niveau de la frontière, Malanville et tout. Des denrées, c'est-à-dire des produits pharmaceutiques qui devaient être acheminés donc aux patients, aux malades et tout ça, la frontière étant fermée, des gens qui pouvaient trépasser dans les hôpitaux donc au niveau du Niger. Alors si aujourd'hui ce pays aujourd'hui se propose d'être donc je sais pas le bon samaritain et donc d'acheminer des vivres dans le même pays où il avait en amont, il y a des heures plus tôt, des jours plus tôt, décidé donc de faire périr ce pays-là. Si ce pays-là change tout de suite et dit, bon, je peux vous le faire, vous comprenez aujourd'hui la décision donc, des autorités du Niger. Les autorités du Niger également n'ont pas ouvert les frontières. Non, écoutez. Est-ce que cela signifie qu'elles ne font pas la différence entre les humanitaires et les militaires? Écoutez, s'il y a des camions qui ont pu donc traverser les frontières nigériennes pour arriver aux frontières donc du Bénin, ça veut dire que tout compte fait, eux, ils ont au moins gardé, ils ont au moins permis à ce que l'humanitaire, le social, puisse continuer donc à traverser les frontières. Non, ils sont c'est eux qui sont à l'origine de cette situation. Non, c'est vrai. Non, écoutez, il y a une situation. Ils ont ouvert les frontières. Au moins les commerçants ont pu. Au moins les commerces inter-États, en ce qui concerne les vivres et tout ça, peuvent. C'est au niveau de la frontière du Bénin que tout cela a été bloqué.
Voyez-vous? Alors, des gens qui, en amont, avaient bloqué les frontières et ont quand même créé cette situation où on a vu donc des denrées périssables et tout ça, des produits avec beaucoup de millions qui périssaient à la frontière, c'est les mêmes qui se disent aujourd'hui, bon, et tout qu'on fait, on a changé, on est devenu donc le bon pasteur. Maintenant, on va acheminer les mêmes vivres dans le même pays. Ce n'est pas le Bénin qui achemine les... Oui, mais ils se disent que tant que vous abritez des gens qui sont dans une logique donc, de nous agresser, je parle donc de... je parle en me fondant sur les déclarations donc, des autorités donc, du Niger. Ils ont dit qu'aujourd'hui, le Bénin abrite donc des forces qui veulent déstabiliser leur pays. Mais on peut également profiter donc de ce convoi-là pour déstabiliser ce pays. On a connu des pays où même des véhicules de la Croix-Rouge ont fait donc office donc de vecteurs pour saboter, déstabiliser des pays. Donc aujourd'hui, ils veulent être prudents. Oui, ils veulent être prudents. Non, si c'est le Bénin, non. Nous voulons véritablement les vivre. Nous voulons que ça arrive dans notre pays, mais pas par le Bénin. Mais alors, il revient donc aux Nations Unies. Oui, pas par le Bénin, mais c'est jusqu'à preuve du contraire, ce sont des suspicions. Hein. Ce sont des suspicions. Moi, Non, c'est une prudence. Oui. L'homme prudent voit le mal de loin, en fait. Oui, effectivement, l'homme prudent, mais au-delà de tout, je crois qu'il faut aussi analyser les enjeux, parce que c'est le peuple quand même nigérien qui en pâtit aujourd'hui. Oui, certes, on peut soupçonner que le Bénin abrite aujourd'hui des forces étrangères pour attaquer le Niger. Mais on peut également estimer à un moment donné que le peuple nigérien a véritablement besoin de cette aide-là. Parce que la déstabilisation réellement profite à qui? Il n'y a qu'aux autorités nigériennes. Je ne crois pas que ces militaires-là meurent de faim en longueur de journée. Il n'y a que des millions de Nigériens qui pâtissent en longueur de journée pour chercher de quoi manger. C'est pour cette raison que je dis oui, les raisons politiques aujourd'hui priment sur les raisons humanitaires. Pourquoi je le dis? Mais c'est les autorités aujourd'hui nigériennes qui sont dans cette posture-là. Et monsieur, oui, je suis pas d'accord avec monsieur Sylvestre Béni qui, tout naturellement, accable le Bénin. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ceux qui sont responsables de cette situation, c'est les autorités. Ce sont ces militaires-là qui ont pris le pouvoir au Niger. S'ils n'avaient pas évincé le président Bazoum, on n'en serait pas là. Voilà. Il faut remonter les faits dès l'origine. Non, écoutez, à un moment donné, quand il y a un fait... remonter dès l'origine. Si on n'avait pas évincé Bazoum, on n'aurait pas cette situation dramatique-là à la frontière à Malanville aujourd'hui. Il faut comprendre, Achille. Il dit, si on n'avait pas, maintenant le fait est là, le fait réel est là, le fait tangible est là, concret. Partons donc de cela. Oui. Aujourd'hui, le fait est là. Oui. Mais ça part sur des suspicions. Non, comment vous voulez dire? Non, eux, ils ont des éléments que nous, toi et moi, on n'a pas. Oui, ce sont quand même des militaires. C'est également une pure invention de l'esprit. Mais ce sont quand même des militaires. Ils sont devenus paranoïaques. Non, tous les dangers viennent de partout. Non, c'est pas. C'est la prudence. Oui, mais. C'est la prudence. Écoutez, maintenant, pourquoi on insiste, on veut coûte que coûte que cela vienne donc des frontières donc du Bénin. Maintenant, il y a le Cameroun à côté. Ça a pris un trajet, c'est le port. C'est au niveau de la frontière. Maintenant, ils disent non. Mais ils disent non. Ils sont souvent, ils disent non. Mais si on subir les conséquences. Le courant peut passer par il y a le Cameroun, le Tchad et tout. On dit non. Le Bénin, non. Voilà. C'est vrai que le Bénin, non, mais faire détourner ce convoi-là à un surcoût. Oui. Et qui va payer cela? Est-ce que ce surcoût-là ne pouvait pas permettre de faire autre chose? Ce surcoût-là dépasse les Nations Unies? Oui, oui, c'est pas vraiment. Allons-y. Les Nations Unies, quelle que soit l'organisation, fonctionnent sur la base de budget. Oui. Et donc, un budget qui a été alloué à ce convoi humanitaire-là est déjà planifié depuis des mois. On a aussi des révisions de budget, n'est-ce pas? Et donc là, oui, j'en viens. Donc allons-y. Et donc là, je pense que le faire de cette manière, est-ce que désormais on pourra avoir un autre budget pour pouvoir continuer
pas aider les Nigériens. Il ne faut pas... C'est vrai que je suis d'avis, je suis d'accord avec toi que les Nigériens sont aujourd'hui très prudents par rapport à certains pays. Ils ne sont pas paranoïaques, ils sont prudents. C'est de la paranoïa. Ils sont prudents par rapport à certains pays de la sous-région au vu de leur position, de leur posture, de ce putsch-là. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ce que je crois, c'est qu'il faut peut-être mener des actions pour que ce convoi-là puisse arriver effectivement. Les discussions sont déjà en cours. Oui, puisque c'est déjà, puisque c'est déjà arrivé. Oui. Puisque c'est déjà arrivé, il faut juste inspecter ces convois-là afin qu'ils puissent arriver à bon port. Mais les discussions sont engagées, mais pourquoi est-ce qu'elles traînent? Et c'est normal qu'elles traînent parce que, vous savez, les nouvelles autorités pushites au Niger ne veulent pas tout de suite aussi baisser la garde. Parce que, comme on le disait, elles sont très méfiantes par rapport à certains pays de la sous-région. Les discussions, on estime que ça va aboutir pour permettre quand même à ce convoi-là d'aller vers les bons destinataires. Et vous savez aussi que souvent, des gens passent par des ONG, par la société civile pour mener des actions. Tu as tout compris. Mais il faudrait penser un tant soit peu au peuple nigérien. On parle de plus de 90 000 enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë modérée dans les régions touchées par la crise. Ce chiffre-là peut être multiplié par 2 depuis ce push-là, parce que c'est pas les chiffres que donnent les Nations Unies ou autres organisations, mais c'est moi j'ai eu à échanger avec des collègues, des confrères nigériens qui m'ont expliqué un peu cette situation dramatique que vivent les enfants nigériens aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que les militaires aussi ont ces informations? Est-ce que ces informations leur c'est eux qui expédient les affaires courantes du pays. Ils doivent forcément avoir ces informations-là. J'estime aujourd'hui, eu égard du caractère urgent de l'affaire. Vous ne pouvez pas diriger un pays et ne pas avoir ces informations qui concernent les populations. Je crois fermement que ces autorités pushistes sont au courant de tout ce qui se passe dans leur pays. Maintenant, c'est vrai, ils disent qu'ils veulent changer les choses. On attend de voir tout simplement. On attend de voir, Sylvestre. Est-ce qu'ils peuvent changer les choses sans ouvrir les frontières? Non, écoutez, accorder le bénéfice du doute. On a connu donc des régimes qui ont pris donc la même voie aujourd'hui. On les appelle donc une démocratie. Je parle du Ghana. Autant donc de Rhodes, on avait vu ce qui s'est passé et tout ça avec des sanctions de partout. Mais il a réussi aujourd'hui à bâtir une démocratie qu'on salue, même si ces dernières années, dernières années, surtout avec un président qui a un peu flotté avec la France et qui aujourd'hui... Qui a un peu flotté avec la France, puisque une belle dame. Puisque il fut avocat donc en France et tout, et puis vous voyez la manière dont il essaie un peu de faire trébucher les choses au Ghana. Mais bon, tout compte fait aujourd'hui, on a une démocratie que le Togo et puis d'autres pays peuvent envier. Maintenant, il faut l'accorder donc le Togo peut envier donc une démocratie. Ouais. Donc alors non, il faudrait nous parlons donc du Niger. Je vais revenir avec vous. Alors donc aujourd'hui, il faut leur accorder le bénéfice du doute, encore que ils ont déjà mis un certain nombre de projets en œuvre. Je parle donc de leur barrage là qui est en construction et tout. Vous savez, à quelque chose au malheur est bon. Ce pays était presque celui qui est le receveur universel, c'est-à-dire c'est le Nigeria qui leur donne donc de l'électricité et tout. Et déjà aux premières heures du coup d'État, on coupe l'électricité et tout. Ben, à un moment donné, ils se sont dit, mais
on est quand même riche avec le sous-sol et tout ça, même. On peut faire quelque chose ensemble. Ils sont aujourd'hui en train donc de construire un barrage et selon les informations, ça peut même alimenter 5 pays après son installation. Donc vous voyez, avec cette situation, on a déjà quelques résultats. Même bon, on a déjà des choses qui sortent de terre. S'ils continuent donc sur cette lancée, je crois qu'ils peuvent faire quand même de ce pays un beau. Monsieur Sylvestre Béni a une vision idyllique des coups d'État dans la sous-région. Moi, je ne partage pas son avis. Et moi, je ne souffre pas d'un défaut de mémoire historique, mais il est très nostalgique en parlant, par exemple, il dit certains États ont emprunté cette voie qui sont aujourd'hui dans la voie de la démocratisation. J'estime qu'il faut respecter rigoureusement les principes pour consolider les acquis démocratiques africains. Merci beaucoup. On va marquer une pause et revenir après pour le sujet 4 qui évoque le Togo.